Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le gouvernement annonce la fin du couvre-feu à partir de ce dimanche, soit 10 jours avant la date initialement prévue par Emmanuel Macron à l'occasion du détail du calendrier de déconfinement. Le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire à partir de demain, mais il reste en vigueur dans certaines situations comme les regroupements, les lieux bondés, les files d'attente ou encore les marchés. Et justement, une semaine après le début de la troisième phase du déconfinement, quel bilan pour les cahiers de rappel ou les QR codes dans les restaurants ? Ils ont fait leur retour, mais simplement à l'intérieur. Les restaurateurs doivent ainsi demander les coordonnées de leurs clients pour identifier rapidement les potentiels cas contacts. Alexia Janet s'est rendue dans un établissement de La Roche-sur-Yon. Reportage. Pour une personne ? Tout seul. Oui, je vous laisse indiquer vos coordonnées et je vous laisserai vous installer. Dès que vous entrez dans un restaurant, vous le trouvez systématiquement. Le cahier de rappel fait son grand retour à l'intérieur des établissements. Chaque client qui rentre, qui consomme à l'intérieur, qu'à l'intérieur, doit inscrire son nom sur un cahier de rappel ou flasher le QR code qui est sur les portes d'entrée ou à côté de la caisse. Le QR code, le voici. Il suffit de le scanner via l'application Tous Anti-Covid. Ainsi, en cas de présence du virus, les cas contacts peuvent facilement être tracés par l'ARS ou encore la CPAM. Ce dispositif de cahier de rappel peut parfois être une contrainte pour les restaurateurs qui doivent prendre le temps d'informer leurs clients à l'entrée de l'établissement. Nous, en tant que restaurateurs, oui, nous sommes obligés de mettre en place le QR code, mais aussi le cahier de rappel pour ceux qui n'ont pas Internet. On n'a pas le choix, nous, en tant que restaurateurs. Voilà, c'est ce qu'il faut que ça soit clair, c'est qu'en tant que restaurateur, on a des lois à respecter, on les respecte. C'est comme tout, hein, on ne les respecte pas, on risque des amendes derrière. Et c'est vrai qu'une fermeture de restaurant, une fermeture administrative suite à un non-respect de protocole, ça serait quand même dommage au bout de 7 mois déjà de fermeture. Le client, lui, a le choix entre inscrire son nom sur le carnet ou scanner le QR code. Mais à partir du moment où il souhaite manger en intérieur, il est obligé de s'enregistrer. Nous avons le choix également entre le QR code afin de pouvoir entrer au sein du restaurant. Sans ça, nous vous inviterions à déjeuner à l'extérieur. Si on trouve vraiment un client récalcitrant, on va lui proposer par exemple une place en terrasse. Mais sinon ça se passe bien, en général il n'y a pas de souci, les gens sont contents de retrouver leur restaurant, leur bistrot, leur hôtel, donc ça fait plaisir. Les données récoltées sur le carnet, comme l'application, sont conservées pendant 14 jours avant d'être détruites. Si la situation évolue favorablement, à partir du 30 juin, toutes les restrictions mises en place dans ces établissements ne seront bientôt plus que de l'histoire ancienne. Ouvrons à présent une page consacrée à la politique avec ce rendez-vous. Tout d'abord à 19h sur notre antenne, vous pourrez suivre le débat du premier tour des élections régionales. À quelques jours de ce scrutin, les candidats répondront également aux différentes questions des journalistes de plusieurs télés locales, notamment celle de TV Vendée. Le débat sera rediffusé dans la soirée et également disponible en replay sur notre site internet tvvendée.fr et sur notre chaîne YouTube. Et puisque l'on parle de ces élections régionales, chaque jour jusqu'au scrutin, TV Vendée vous propose une chronique pédagogique pour tout savoir sur ces élections. Dans notre édition de la mi-journée, Samuel Grasset est revenu sur les règles du scrutin et sur les forces en présence. Le Conseil régional des Pays de la Loire regroupe 93 élus qui exercent un mandat de 6 ans. Chacun des 5 départements des Pays de la Loire ne dispose pas du même nombre de sièges au sein de l'Assemblée régionale. Cela dépend du nombre d'électeurs et de leur choix de vote dans chaque département. La Vendée peut se voir attribuer jusqu'à 19 élus, la Loire-Atlantique, elle, 35, 22 élus au maximum pour le Maine-et-Loire, 17 pour la Sarthe et 10 pour la Mayenne. La région, on le rappelle, avait changé de couleur politique il y a 6 ans après 11 années à gauche. De 2015 à aujourd'hui, le Conseil régional des Pays de la Loire a été dirigé par une majorité de droite et du centre. Alors, comment les conseillers régionaux sont-ils élus ? Alors, pour les élections régionales, c'est un scrutin de liste. Vous aurez donc à votre disposition dans les bureaux de vote dimanche plusieurs listes composées d'une série de noms que vous ne pouvez pas modifier. Pour être élu dès le premier tour, une liste doit obtenir plus de 50% des suffrages. Si ce n'est pas le cas, il y a un second tour auquel peuvent participer les listes qui ont obtenu au moins 10% des voix.
Les listes qui ont obtenu entre 5 et 10% des suffrages, elles, peuvent trouver un accord et fusionner avec une liste qui a obtenu plus de 10%. À l'issue du second tour, c'est la liste qui a obtenu le plus de voix qui remporte l'élection. Elle obtient alors automatiquement 25% des sièges. C'est ce qu'on appelle la prime majoritaire. Dans les Pays de la Loire, la liste gagnante obtient donc d'emblée 23 sièges. Et puis les 70 sièges restants sont ensuite répartis entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5% des voix. Cette répartition, elle se fait en fonction des résultats à l'échelle régionale. Mais dans chaque département, les scores obtenus par chacune des listes sont aussi pris en compte pour déterminer quels élus siégeront. Et justement, pour ces élections, quelles sont les forces en présence? Alors, pour ce premier tour, 8 listes se présentent dans les Pays de la Loire. Voici les têtes de liste dans l'ordre du tirage au sort effectué par la préfecture. Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, soutenu par Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Eddy Lebelair pour Lutte ouvrière. Linda Rigaudot pour Un autre monde, Pays de la Loire, liste présentée comme citoyenne. Le député et ancien ministre François de Rugy pour la majorité présidentielle. Christelle Morancet, la présidente sortante, à la tête d'une liste d'Union de la droite et du centre. Cécile Belle de GC pour Debout la France, le député de la Mayenne Guillaume Garot soutenu par le PS et le PCF, et puis enfin Hervé Juvin pour la liste du Rassemblement national. Le scrutin s'annonce indécis cette année, en cause une participation des électeurs qui est incertaine, et puis des fusions de listes qui pourraient intervenir dimanche soir à l'issue du premier tour et qui pourraient rebattre les cartes pour le second tour. Et après les élections régionales, un point sur les départementales, suite et fin de la présentation de tous les candidats des 17 cantons vendéens. Vous pouvez également retrouver des présentations détaillées sur notre site internet. Dans le canton de l'Île-Dieu, Jocelyn Abjean et Christiane Lérondelle se présentent avec une liste d'hiver gauche. Les priorités pour le canton de l'Île-Dieu sont le maintien et le développement des services publics. Les services publics sont le premier rempart aux inégalités. Soutenir la pêche artisanale, soutenir l'agriculture bio pour que l'alimentation soit un facteur essentiel, qui est un facteur essentiel dans la vie des gens, soit de qualité et à proximité, c'est-à-dire ouvrir les circuits courts sur le territoire vendéen. Également candidats sur l'Île-Dieu, Romigé et Stéphane Bessonnet pour le Rassemblement national. Bruno Nourry et Carole Charruot sans étiquette politique mais soutenus par la majorité sortante. Ainsi qu'Hélène Gabory et Patrice Bernard avec une liste centriste. Et puis dans le canton de Montaigu-Vendée, désormais 3 binômes se présentent, dont celui composé par Patrick Rabillet et Marie-Thérèse Vidiani pour la gauche rassemblée. La solidarité envers les personnes les plus défavorisées. On traverse encore une crise qui a accentuer les différences, qui a plongé des gens vraiment dans une misère encore plus violente. Aidons les gens, aidons les personnes handicapées pour du travail bien sûr, pour de l'insertion, trouvons des hébergements un peu innovants. Il y en a dans notre canton, qui ne sont pas aidés par la région et qui sont pourtant vraiment des modèles d'innovation. Également candidats dans ce canton, Jacqueline Dieu-Langeard et Gabriel Dechabot pour le Rassemblement national, ainsi que Éric Salone et Isabelle Rivière, soutenus par la majorité sortante. Intéressons-nous à présent à cette initiative pédagogique au lycée Jean Jaurès de La Roche-sur-Yon. En parallèle du chantier de la nouvelle salle de spectacle, le KM, à côté de la gare, des élèves de seconde ont participé à une classe média. Objectif, réaliser 3 numéros d'un journal pour expliquer en détail le projet. Explication, Marie-Aimée Copleutran. Le 3e numéro, il sortirait pour l'ouverture de la salle. Depuis septembre, cette classe de seconde suit de près l'avancée du chantier de la nouvelle salle de musique, le KM. Accompagné par l'équipe du Fusion d'un journaliste et de 8 professeurs, l'objectif est simple, faire découvrir aux Lyonnais la nouvelle salle de musique à travers un journal. On est en fait sur la création d'un journal, d'une scène qui n'est pas encore construite, qui est vraiment en construction. Donc on veut pouvoir en fait inscrire le KM dans l'imaginaire de l'agglomération et déjà montrer à tous les habitants et habitantes qu'il va y avoir un futur lieu, un futur équipement culturel. C'est vraiment en fait pour que les gens puissent s'approprier en fait le projet par la lecture de ce journal. Au total, pour ce premier journal, les élèves ont réalisé 10 pages d'interviews, d'infographies, de photographies et de reportages. Ce projet unique au lycée a demandé du temps, mais il s'inscrit complètement dans un cursus scolaire. Quand je liste toutes les rencontres que les élèves ont pu faire, c'est vraiment chouette, quoi. Rencontrer une graphiste, rencontrer des professionnels du Fusion, rencontrer le maire,
rencontrer l'architecte, rencontrer un spécialiste du patrimoine de La Roche-sur-Yon. Donc vraiment une succession de rencontres. Voilà, j'espère que sur le numéro 2 et sur le numéro 3, il y a quelques élèves qui n'ont pas pu bénéficier de toutes ces rencontres. On va pouvoir continuer cette dynamique. Une nouvelle étape est maintenant attendue, écrire le 2e numéro. En attendant, les élèves ont pris le temps d'apprécier leur travail et de faire un bilan. Le projet était vachement enrichissant. Après, bon, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est le cas pour toute la classe. Ça nous permet de découvrir des métiers, même en dehors de la musique. Et c'était très cool, franchement. C'est une chance, hein, on est la seule classe au lycée à pouvoir faire ça. On n'avait pas l'impression d'être dans un cours traditionnel. On était très libre de nos mouvements, on pouvait aller dans la salle d'informatique, la salle de cours, on travaillait en groupe déjà. Et comme a dit Capucine, on était tous en groupe. On travaillait tous ensemble dans une bonne ambiance, c'était chaleureux, c'était convivial et forcément plus intéressant. 3000 exemplaires ont été imprimés. Gratuits, ils sont mis à disposition des Lyonnais dans certains commerces et lieux publics. Ils sont aussi accessibles sur Internet. Un mot de voile pour conclure ce journal au Sables d'Olonne. L'équipage, l'esprit d'équipe se prépare pour l'Ocean Globe Race. Il s'agit d'un tour du monde à l'ancienne à partir de septembre 2023 en équipage et avec escale. Mené par Lionel Régnier, l'équipage vient de convoyer le bateau depuis l'Amérique du Sud jusqu'au Sables d'Olonne. À court terme, il va partir en chantier début juillet jusqu'à peu près septembre-octobre. Et puis après, on a normalement une course de programmée, une transatlantique, janvier 2022. Donc on se prépare pour cette course, une course d'entraînement. Et puis après, on affinera le programme jusqu'en septembre 2023 qui sera le départ de la course. Il y a donc Lionel, le skipper, qui lui navigue depuis pas mal d'années déjà. Et après, il n'y a aucun professionnel. Donc on a tous des activités à côté. Donc on essaye de faire en fonction des activités professionnelles de chacun. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.